Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Découvrir, Investir et S'enrichir. Vous êtes sur la playlist Bourse, mon portefeuille PEA épisode numéro 91. Investir dans les actions à dividendes. Pour cela, nous utiliserons l'enveloppe fiscale PEA et le courtier en ligne Bourse Direct afin de générer des dividendes et ainsi atteindre la liberté financière. Et tout ça en toute transparence. Allez, c'est parti! Alors, au sommaire, nous aurons donc le point PEA. Donc cette semaine, il y a eu des modifications, vous allez voir ça tout à l'heure, et des ventes de lignes. Le tableau des dividendes, l'évolution du portefeuille, le question-réponse et la situation du CAC 40. Mais avant tout ça, comme d'habitude, je vous rappelle que l'investissement en bourse peut provoquer une perte partielle ou totale de votre capital. Vous ne devez en aucun cas copier ou reproduire mes prises de position. Je ne suis pas un conseiller financier, mais un particulier qui investit en bourse à titre personnel. Alors, on se retrouve donc sur le portefeuille PEA de chez Bourse Direct. Donc, on peut voir actuellement que mon portefeuille affiche un total de 15 370 € et 69 centimes. Le solde en espèces, lui, a énormément augmenté suite à la vente des deux lignes. Donc, je suis à 2008 € et 27 centimes. La plus-value latente, elle, par contre, a bien baissé. Je suis en moins-value latente de moins 121,59 €. Voilà, donc vous avez la performance ici par rapport à la veille. Donc ça, c'était jeudi, donc ça, vendredi. Sur cette semaine, donc le CAC 40 rebondit plutôt fortement, puisqu'on est à 6448 points, plus 3,73%. Et dans les actions qui ont bien performé cette semaine, on a Worldline, donc plus 17,52%. Plutôt pas mal, même si je trouve que le dossier est pas forcément intéressant. Après, si vous étiez dessus et que vous avez pris les 17,52% de plus-value, c'est peut-être le moment de vendre. En tout cas, ce que je ferais moi, après ça regarde que moi, vous pouvez aussi la garder si vous y croyez dans ce dossier. Ensuite, vous avez Renault à 11,29%. Donc là, pareil, les voitures, je suis pas très pessimiste quand même dessus. Malgré tout, c'est votre choix après, à vous de voir. Hermès, bon là par contre, plus 10,71%. C'est vraiment l'action, si vous l'avez à un prix intéressant avec un PRU assez bas, gardez-la parce que c'est vraiment un petit bijou cette action. La performance est vraiment énorme sur ce second trimestre. Donc plutôt intéressant. Très intéressant même. Dans les actions qui ont sous-performé cette semaine, donc nous avons Michelin à moins 3,81%, Vivendi à 7,51% et Eurofins Scientifique à 8,52%. Là, pour ce que je vois sur cette semaine sur les baisses, il peut y avoir Eurofins Scientifique qui peut être intéressant. Après les deux autres, je suis moins fan. Michelin et Vivendi, ce n'est que mon avis évidemment, et vous pouvez me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais moi je suis pas sur du long terme, j'y crois pas trop à ces deux actions-là. Eurofins Scientifique, je la connais pas bien, mais a priori ça a l'air d'être une belle société. Il faudrait que je fasse une analyse technique. Peut-être que je vais vous faire une analyse technique et fondamentale dans le mois de Eurofins Scientifique. J'en fais plus depuis un petit moment, donc je vais peut-être vous en faire une qui sera disponible pour tout le monde. Ensuite, concernant donc les indices, donc l'Eurostoxx 600 plus 2,96%, le SP500 plus 4,26%, donc là tout repart un peu en hausse. Le Nikkei, donc l'indice japonais, lui baisse de 0,40%. On a le gold à plus 2,36%, donc l'or, les matières pétrolières, donc l'essence, gasoil et ainsi de suite, plus 0,23%.
et la paire euro-dollar qui a gagné 0,25%, donc on est à 1,02 $ pour 1 euro. Alors, comme d'habitude, on va regarder mon portefeuille de la plus grosse valorisation à la plus petite valorisation. Donc, la plus grosse valorisation du portefeuille est toujours Euronext. Donc, Euronext, j'ai 30 unités, 81,89 le PRU. Sur la semaine, on voit qu'elle a pris 2,61%. Sur l'année, on est toujours en négatif à moins 12,90. Et je suis en moins-value latente de 2,95%. Malgré tout, on voit que ça remonte. J'ai bon espoir de la voir revenir au-dessus des 81 €. Donc peut-être que dans le mois d'août, Euronext pourrait revenir au-dessus de mon PRU, ce qui pourrait être intéressant, et surtout faire repartir un petit peu mon portefeuille qui là se retrouve un petit peu en difficulté, mais vous allez voir pourquoi, et je pense que pour tous ceux qui sont dans la même situation que moi, ça va être la même chose. Alors on continue. Pour Euronext, donc on a une petite info donc concernant la volatilité des marchés, une manne pour les opérateurs boursiers. Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires d'Euronext a bondi de 14% sur un an, tiré par l'intégration de Borsa Italia, tandis que celui de Dutch, bon là c'est de l'allemand donc je vais pas vous le dire, grimpe de 12%. Donc là en fait c'est des courtiers, pas des courtiers mais ce sont des places de marché. Donc les places de marché, forcément quand vous avez de grosses montées sur le CAC 40 ou de grosses baisses, les gens achètent, revendent, rachètent, revendent, et donc forcément tout ça génère des frais à l'achat et des frais à la vente, et donc ça booste le chiffre d'affaires de ces boîtes. Donc plus 14% pour Euronext, c'est plutôt pas mal. Et c'est pour ça que je vous dis que je pense que Euronext est sur une bonne dynamique, donc on pourrait avoir un dépassement des 81 € sur le mois d'août. En tout cas, c'est ce que j'espère. Ensuite, nous avons Sanofi, donc 15 unités, 81,97. Sur la semaine, elle a perdu 0,15%, donc c'est pas énorme. Sur l'année, on est toujours à plus 9,74% et je suis en plus-value latente de 18,52%. Pour le moment, donc on voit Euronext qui a Sanofi qui est à 97,21. On a la résistance qui est quand même encore assez haut, donc on pourrait continuer à monter. Après, on pourrait aussi revenir sur la moyenne mobile 20 périodes qui se trouve en dessous, donc on va pas s'enflammer sur le dossier. De toute façon, on attend que ça baisse pour pouvoir renforcer, et c'est pas pour tout de suite. Néanmoins, Sanofi révise ses objectifs à la hausse, donc c'est plutôt pas mal, et ça pourrait être très intéressant pour la suite. N'hésitez pas à aller voir sur mon Twitter pour avoir toutes les infos. Vous avez beaucoup de résultats là, que je vous ai mis, de même des sociétés que je n'ai pas en portefeuille, donc n'hésitez pas à aller voir. Et à vous abonner d'ailleurs. Total Energy, donc 29 unités, le PRU à 32,78, donc sur l'année on a gagné 11,49%, sur la semaine 2,51%, donc là ça repart avec le prix de l'essence qui remonte légèrement, et nous sommes donc en plus-value latente de 51,76%. Donc là on voit l'action à 49,76, on est ici, on a toujours ici un support qui pourrait être intéressant si ça passe au-dessus et que ça tenait. Pour le moment, on voit qu'on est juste en dessous, et ça reste toujours au contact du support plus bas. Ici, on voit bien maintenant la moyenne mobile 20 périodes qui est passée au-dessus de la moyenne mobile 50 périodes. En principe, ça appelle une tendance un peu plus haussière. On va rester vigilant. Après, Total, c'est plutôt une entreprise que j'aimerais voir baisser pour pouvoir renforcer, parce que tant que je ne serai pas au niveau de mon PRU, je ne rentrerai pas dessus, et ça peut prendre beaucoup de temps. Sachant que Total a énormément de communication et de bonne communication. Alors je vous en ai mis deux, mais il y en a plein d'autres. Allez voir sur Twitter, vous allez voir. Donc là, la première info que je vous donne, c'est celle-là. Donc nouvelle station de recharge électrique
inauguré à Mâcon, sur l'A6. Alors peut-être que certains d'entre vous partent en vacances et que vous allez être sur ces bornes rechargeables de Total. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire une petite photo et à me l'envoyer, ça me ferait plaisir. Ensuite, ici, nous voyons donc que Total bénéfice énorme de 5,7 milliards de dollars au deuxième trimestre. Alors c'est une très bonne nouvelle pour Total, mais d'un autre côté, dès qu'on a une grosse société qui gagne autant d'argent, on va tout de suite avoir des gens qui vont nous sortir, ouais c'est de la surperformance et il faudrait la taxer. Je comprends pas le principe de vouloir taxer une entreprise qui va réinvestir pour une transformation, sachant qu'en plus Total Energy joue quand même le jeu, hein, puisqu'ils font des baisses sur leur vente. Leur vente de carburant, je crois que là ils vont baisser de 0,20 centimes. Donc ils jouent quand même le jeu, ce que le gouvernement leur demande. Ils n'ont pas l'obligation de le faire, hein, c'est une entreprise privée, ça n'appartient pas à l'État. Et pour faire une transformation vers les énergies renouvelables, il va leur falloir du cash et ils en ont, donc c'est pas le moment de les taxer pour ça. Et de toute façon, même pour toutes les autres entreprises, je comprends pas ce principe de vouloir taxer les entreprises privées lorsqu'elles gagnent de l'argent. C'est un truc qui m'échappe un petit peu, mais vous avez peut-être une explication. Donc n'hésitez pas à me la donner, si c'est le cas, ça m'intéresse. Sachez aussi que là, Total a gagné un gros contrat sur Le Havre. Donc je crois que c'est pour un pipeline. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à aller voir. C'est pas un pipeline, c'est c'est pour du gaz, je crois. C'est pour le gaz. Donc c'est plutôt intéressant aussi pour eux et ça continue à améliorer leur transformation vers l'énergie renouvelable. Donc plutôt très positif sur Total, hein. Belle société et je pense qu'elle a encore de très 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 beaux jours devant elle. On aura peut-être un moment où le dividende va baisser, il sera moins fort parce que forcément la transformation il va falloir qu'elle se fasse quand même. Mais en tout cas pour le moment c'est vraiment très positif comme dossier et sur très long terme c'est très positif aussi. Ensuite Danone, donc Danone 20 unités, PRU à 53,25, sur la semaine 0,13%, sur l'année on est à moins 1,43%, donc ça va encore. Moi je suis en plus-value latente de 1,03%. Donc là ici on voit un 53,81, on n'est pas très loin de mon PRU. Ça bataille ici, ça bataille. On est toujours ici dans un espèce de triangle ouvert. On ne sait pas si ça va passer au-dessus ou en dessous. Je pense pas qu'elle va aller tout de suite vers les 57. Je serais quand même assez étonné. Je pense qu'elle va continuer à travailler, peut-être revenir tester ici ce support qui est un peu baissier. Mais en tout cas, les résultats sont plus que bons. Elle travaille bien sur l'ensemble des pays dans le monde entier, hein. On le voit, Danone relève ses prévisions de croissance et progresse partout dans le monde. Je vous l'avais dit, hein, la question que je me posais, c'est comment ça se faisait qu'elle ne montait pas plus avec notamment cette histoire de lait en poudre où elle avait un nouveau marché avec les États-Unis. Donc ça devait forcément avoir un impact à un moment ou un autre. C'est maintenant au niveau des résultats qu'on va sentir un peu l'impact. Elle a pas forcément énormément décollé quand même, hein, malgré les bons résultats. Bon, c'est comme ça, hein, il y a des entreprises qui vont plus haut que d'autres dès qu'elles donnent leurs résultats, mais qui rechutent après derrière. Donc il faut se méfier de ça. Airbus, 10 unités, 95,75 le PRU. Donc depuis le début de la semaine, on est à 0,66%. Depuis le début de l'année, moins 6,66%. Je suis toujours en plus-value latente de 9,53%. Donc là, on voit qu'on est à 104,88. On se trouve ici avec la résistance qui nous bloque, là, ici. Moyenne mobile, 20 périodes et 50 périodes qui se sont rejoints ici. Et pour le moment, on ne sait pas ce qui va ressortir. Donc méfiance, hein, on arrive dans un biseau avec la résistance et le support. On va quand même faire attention. Surtout que Airbus a des petits soucis d'approvisionnement de matières premières, hein, pour pouvoir développer pour pouvoir fabriquer ces avions. Donc là, ils se retrouvent dans la situation où ils sont obligés de ralentir la cadence. Donc ça va forcément poser un problème à un moment ou à un autre, hein. Donc ce que je vous ai mis, c'est ici
la pénurie d'Airbus. Donc Guillaume Faury, Airbus, s'inquiète de devoir fabriquer des avions sans moteur, des planeurs. Bon ben ouais, forcément, hein, ça doit pas être cool pour lui. Et là en fait je me suis trompé, je vous ai mis encore une information concernant Total, alors qu'il me semblait avoir mis une information sur Airbus. Bon bah c'est pas grave, vous avez une nouvelle information sur Total. Total affiche un résultat net ajusté de 9,8 milliards de dollars au deuxième trimestre. Donc, voilà ce que je vous disais tout à l'heure, hein, beaucoup d'informations sur Total. Il y en a aussi sur Airbus. Airbus a développé, pas développé, mais a testé un avion pour faire pas pour remplacer, mais pour être comment vous dire, pour aider les Canadair, donc qui sont des avions qui mettent de l'eau, notamment en forêt, pour éteindre les feux. Enfin, je pense que vous savez ce que c'est, hein, de toute façon, je sais pas pourquoi je vous donne la définition. Et donc Airbus a utilisé un de ces avions pour pouvoir justement y charger de l'eau à l'intérieur et pouvoir aussi faire office de Canadair, et donc ça fonctionne plutôt pas mal apparemment. Leur système est plutôt intéressant et ils pourraient se retrouver à vendre ou en tout cas à utiliser certains de leurs avions pour éteindre les feux de forêt, puisqu'en ce moment on en a beaucoup en France. Et il semblerait qu'il va y en avoir de plus en plus dans les années à venir, donc si Airbus pouvait se positionner aussi là-dessus, eh ben, franchement ça leur fera encore du chiffre en plus et ça sera que positif. Alors pour le moment on a la pénurie effectivement de produits qui leur permettent de construire les avions et de faire les moteurs notamment, et donc le marché risque de pas trop apprécier s'il y a des baisses de chiffre d'affaires, ce qui risque d'être le cas, et donc ça va être des opportunités pour nous investisseurs d'acheter et de garder tranquillement. Donc là maintenant j'attends les prochains résultats pour pouvoir rentrer dessus, parce qu'à mon avis les prochains résultats seront moins bons puisqu'ils vendent moins d'avions forcés du fait de la pénurie de matières premières et de ce qu'il faut pour faire les avions. Vinci, donc Vinci 10 unités, PRU à 80,97. Donc sur l'année on est à plus 0,51%, c'est pas énorme. Sur la semaine 4,25%. Plutôt pas mal. Je suis en plus-value de 15,32%. Donc pour le moment, Vinci est à 93,38€. On est toujours, on est passé au-dessus du biseau. Donc là, vous voyez qu'il y avait un biseau ici avec le support et la résistance. Ça arrivait ici. On est passé un petit peu au-dessus, mais nous n'avons pas l'ensemble du corps qui est passé. C'est juste une petite partie de la bougie. Le corps, lui, est au-dessus de la résistance, mais aussi en dessous. Donc méfiance pour voir ce qui va se passer dans les jours à venir. Moi j'aimerais bien qu'elle baisse parce que c'est une société qui me plaît et j'ai du mal à me renforcer dessus. Donc ce serait intéressant qu'elle rebaisse. En tout cas pour moi. Donc Vinci confirme qu'il table sur un résultat net 2022 supérieur à son niveau de 2019, donc avant pandémie, donc ça c'est plutôt pas mal. Et là on a donc le chiffre d'affaires consolidé de Vinci pour le premier semestre. Il est de 28,5 milliards d'euros. Donc vraiment plutôt pas mal pour Vinci, et je pense qu'ils en ont encore un petit peu sous le pied. Ensuite, Nexity, donc Nexity, 34 unités, PRU à 26,71, sur la semaine moins 9,10, sur l'année moins 42,04, ah, quand même ça pique, hein. On est à moins 10,32% et on voit que ça continue ici à descendre, donc là 23,76, et moi je vous ai dit que je cherchais le support ici, donc on va peut-être pas tarder à y arriver, et il y aura peut-être une possibilité de renforcer un peu la ligne. Ensuite, donc Eutelsat. Donc Eutelsat, c'est un peu la chute libre de la semaine. Hein. Beaucoup de discussions concernant Eutelsat sur Telegram et Twitter. Beaucoup aussi sur Twitter. J'étais assez étonné. Alors j'ai aussi découvert, j'en suis désolé, je pense que ça existe depuis plus longtemps que ça, mais voilà, je suis pas encore familier avec tous les réseaux sociaux.
Mais j'ai découvert sur Twitter qu'on pouvait aussi se parler en message privé. Je l'avais pas actionné jusqu'à présent, donc là maintenant c'est fait. Donc si vous avez besoin de venir me parler, n'hésitez pas. Là j'ai eu plusieurs conversations avec deux personnes notamment qui ont été plutôt très sympas. C'était très 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 sympa cette discussion. Et voilà, donc on a discuté un peu de leur portefeuille, de ce qu'ils voulaient faire plus tard, de ce qu'ils pourraient faire pour essayer d'améliorer leur portefeuille. Et c'est vrai que beaucoup d'entre vous posez beaucoup de questions avec ce qui se passe en ce moment, les petites chutes qu'il peut y avoir. Alors pour ceux qui ont Eutelsat, vous êtes tous en panique du fait que ça a baissé. Il faut pas. Eutelsat, pour le moment, ils sont donc, on va regarder ça. Ils sont donc sur la fusion avec OneWeb. Donc, pour le moment, elle va se faire. C'est pas encore fait. Donc, comme vous pouvez le voir, la fusion gardera le nom Eutelsat, ce qui va permettre donc à Eutelsat, qui était un spécialiste des satellites qui transmettent surtout de la télévision, et OneWeb qui était plus un spécialiste de tout ce qui était Internet haut débit par satellite. Donc là, en se regroupant les deux, ils vont devenir un géant, en tout cas c'est leur objectif, hein, entre guillemets, et pouvoir éventuellement concurrencer les satellites qu'on peut avoir chez Elon Musk par exemple, et ses autres gros concurrents. Alors moi, ce qui me gêne dedans, c'est que nous avons OneWeb qui était presque en faillite. Donc OneWeb, c'est une entreprise anglaise qui était pratiquement en faillite et qui va se retrouver donc valorisée à 3,4 milliards de dollars grâce à Eutelsat. Donc au final, quand on regarde le dossier, et c'est pour ça que le marché, je pense, n'a pas aimé, c'est que pour le marché, ils se disent, Eutelsat en fait est un peu le pigeon, hein, qui est en train de se faire pigeonner par OneWeb, et donc ça fait pas forcément plaisir, et on n'a pas forcément envie de rester sur le dossier. Alors ça va être en plus, on va avoir des coupures de dividendes. Donc la coupure de dividendes va avoir lieu pour 2023-2024, au moins 2 ans. Alors attention, hein, c'est au moins 2 ans, mais ça veut pas dire qu'en 2025 on retrouvera le dividende. Et même si on le retrouve, on aura sans doute plus du tout le même dividende que Eutelsat pouvait proposer avant. Ils auront plus les moyens. Parce que là, il va falloir investir lourdement pour s'équiper et moderniser un peu tout leur flotte de satellites, on va dire entre guillemets, leur constellation de satellites. Il va falloir qu'elle soit plus performante s'ils veulent pouvoir rivaliser. Parce que le problème aujourd'hui, c'est qu'OneWeb, à mon avis, les investissements, ils devaient pas être là, puisqu'ils sont en faillite. Et Eutelsat, eux, ils ont laissé leurs satellites tranquilles et ils n'ont rien fait non plus depuis quelques années. Donc c'est pour ça que la situation est compliquée et que le marché a du mal à savoir si ça peut être intéressant ou pas. Alors, soit vous arrivez à sortir et vous avez un PRU qui est pas trop élevé. Moi je vous avais dit, hein, sur Eutelsat c'était une entreprise à dividende, mais c'est une entreprise à dividende qu'il fallait avoir un PER le plus bas possible. Donc l'idée c'était d'être en dessous des 9,50 € pour justement, si jamais il y avait un problème, pouvoir éventuellement ressortir ou ne pas avoir un PRU trop élevé. Donc là il y en a certains parmi vous qui ont des PRU beaucoup plus élevés, au-dessus des 10. Qu'est-ce que vous pouvez faire ? Eh ben, vous pouvez, si vous pensez que le projet peut être viable, même si ça va être très compliqué, on est un peu dans la même situation qu'avec Alstom et Bombardier. Hein. Eutelsat va devoir faire un gros boulot pour remettre un peu OneWeb, la partie OneWeb un peu dans le vert. Donc ça risque de leur prendre peut-être 2, 3, 4, 5 ans. C'est possible, c'est tout à fait possible. Après, vous allez avoir en plus, et ça c'est une problématique que je trouve qui est quand même à prendre en compte, on va avoir l'État, donc l'État qui est déjà actionnaire, qui va rester actionnaire, l'État français, mais on va avoir aussi donc du coup avec OneWeb, l'État anglais aussi qui va être actionnaire dessus. Bon, là par contre moi je trouve là c'est la limite quoi. Je trouve que d'avoir l'État anglais qui a bien montré avec l'euro, avec tout ce qu'ils ont fait, ils sont sortis de l'euro alors que c'était eux qui étaient les plus privilégiés en Europe. Ça m'inspire pas confiance. Franchement, ça m'inspire pas confiance, et que OneWeb en plus soit en faillite et que Eutelsat ait accepté de les reprendre comme ça, et un peu c'est Eutelsat qui va payer en fait la dette. Hein. Donc tout ça me fait dire que c'est compliqué. C'est un dossier qu'il faudrait, si vous avez la possibilité d'en sortir, sortez.
Si vous êtes en moins-value dessus et que vous avez une trop grosse moins-value, peut-être renforcer si vous n'avez pas encore trop d'actions dessus, ou alors attendre, tout simplement. Attendre, soyez patient, j'arrête pas de vous le dire, hein, les impatients payent pour les patients, vous connaissez cette phrase, c'est ma phrase. Bah là on va être vraiment dans cette situation où il faut vraiment être patient, et il va falloir attendre peut-être 3, 4, 5 ans, et après on aura peut-être une société qui va refaire de la croissance. Peut-être. Je peux pas m'engager dessus. Moi, personnellement, à titre personnel, vous le verrez tout à l'heure, je suis à la vente. Alors, j'ai mis un prix de vente au-dessus de mon PRU. Je sais pas si on ira. Et si jamais ça devait baisser sous les 7 euros, je pense que je me renforcerai. Ou alors, je vais attendre de voir ce qui va se passer au moment de la dilution des actions. Il y aura peut-être un coup à faire avec des prix d'actions beaucoup plus basses. Mais ça va pas intervenir tout de suite, hein. Je pense que le temps que tout se mette en marche, on sera sans doute sur 2023. On va avoir quand même le dividende cette année, donc vers le mois de novembre. Généralement, avant le dividende, les actions remontent un petit peu. Alors on peut peut-être se dire que Telsat va peut-être passer au-dessus des 9 euros d'ici le mois de novembre, et que ça donnera des possibilités pour ceux qui le peuvent de sortir. Voilà. Donc on verra tout à l'heure, je vous montrerai, j'ai mis un ordre pour l'année, on verra, suivant comment ça se passe, si je laisse l'ordre ou si je renforce. Pour le moment, je suis pas fermé dessus, j'ai juste mis l'ordre au cas où. Alors, comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez soutenir la chaîne pour 1,99€. Donc pour ça, vous allez sur la partie rejoindre sur ma page. Vous cliquez dessus, vous n'avez plus qu'à activer. Et donc vous avez 1,99€ par mois qui vous sera prélevé. Vous pouvez l'arrêter quand vous voulez, il n'y a pas d'obligation de continuer. Et c'est pour soutenir la chaîne. Et en contrepartie, moi je vous propose de vous faire des vidéos exclusives réservées, dédicaces aux membres, priorité aux réponses pour les commentaires et les sondages réservés aux membres. Voilà, donc là il n'y a pas longtemps on m'a demandé, je vois que tu as fait une analyse technique sur Stellantis, mais je n'arrive pas à y accéder. Bah, c'est parce qu'il faut justement être abonné à cette partie membre, tout simplement. Allez, on continue. Alors, Orange 72 unités, le PRU à 9,47, sur la semaine moins 1,20%, sur l'année plus 6,20%, je suis toujours en plus-value latente de 5,52%, je pense que ça va baisser, en tout cas ça devrait, puisqu'on est plutôt sur une action défensive. Actuellement on a le 440 qui continue à monter. Il est possible que sur le mois d'août, ça monte encore un petit peu. Alors il va y avoir beaucoup moins de monde sur les marchés, beaucoup moins de volume, donc la volatilité devrait peut-être être un petit peu moins importante. On va avoir un 440 qui va commencer à se stabiliser peut-être, hein, aux alentours des 6500 points. Et moi, mon idée, en tout cas, ça serait plutôt que au mois de septembre, octobre, novembre, voire décembre, la situation risque d'être beaucoup plus compliquée, et une société comme Orange, qui est plutôt défensive, si le 440 devait rechuter un peu, me permettrait de repasser en positif et de tenir un peu le portefeuille. Donc voilà pourquoi je la vends pas, et puis parce que aussi j'en vois pas trop l'intérêt pour le moment de la vendre. Donc Orange en plus essaie d'améliorer un peu sa situation. Donc Orange, l'opérateur télécom français, et MásMóvil ont signé un accord pour un rapprochement sur leur activité en Espagne. Donc une fusion en Espagne, donc ça peut être intéressant pour Orange, d'aller chercher un petit peu de marge en Espagne, et d'avoir une fusion comme ça peut être très intéressant. De toute façon, ça pourrait en principe pas leur faire de mal, puisque pour le moment les chiffres sont pas exceptionnels. Orange, on est un petit peu sur la même situation qu'avec Eutelsat. C'est une entreprise, et j'arrête pas de vous le dire, des entreprises avec des beaux dividendes, mais il faut pas avoir une ligne trop importante sur votre compte, et surtout il faut essayer d'acheter toujours au plus bas, parce que c'est pas des sociétés, voilà, le moindre petite news mauvaise, tout de suite vous avez des chutes assez violentes. Donc méfiance aussi sur Orange, on se fait une petite ligne. Alstom 30 unités, PRU à 29,46, sur la semaine plus 1,27%, sur l'année moins 25,85. Donc pour le moment je suis toujours en moins-value latente de moins 21,42%. Pour le moment ça me va.
On voit là ici sur le graphique long terme qu'elle est en train de revenir ici sur ce support aux alentours de 20 euros. Si elle pouvait me faire une petite mèche ici là vers 19 euros, je serais pas contre pour aller en rechercher et renforcer ma ligne. Donc, vous allez voir tout à l'heure que j'ai beaucoup plus de liquidité, donc je pourrais rentrer dessus et faire baisser mon PRU. Alstom, j'y crois, plus que par exemple pour Eutelsat, puisque j'ai fait la comparaison avec, et je suis prêt à investir sur Alstom au plus bas à chaque fois pour faire baisser mon PRU pendant 3, 4, 5 ans, et je pense que d'ici 4 à 5 ans, on aura des retours très intéressants sur Alstom. Ils continuent toujours de beaucoup communiquer, et ça c'est toujours très intéressant. Alors malgré toutes les communications qu'ils font, le cours a du mal à repartir, mais voilà, ils communiquent, ils prennent des contrats, ils signent des partenariats, donc vraiment tout est très positif. Donc là ici on nous parle de navettes automatisées pour les aéroports de Dubaï et d'Atlanta, donc quelque chose de très intéressant aussi. Je vous l'ai dit, tout ce qui est automatisé va être de plus en plus présent, les voitures autonomes, les navettes autonomes, tout va être autonome, et donc du coup, encore une fois, et je vous le répète, c'est en tout cas mon avis, aujourd'hui, miser sur du long terme sur un secteur automobile me paraît compliqué, puisqu'il va y avoir tellement de monde à partir du moment où on va avoir des voitures autonomes. Quel logiciel vous allez avoir dedans? Est-ce que vous allez avoir des logiciels Stellantis? Je crois pas. Est-ce que vous allez avoir des logiciels Renault à l'intérieur? Je pense pas non plus. Je pense plutôt qu'on va avoir des logiciels à l'intérieur Google, Apple, et s'il suffirait que Google et Apple développent encore plus leur voiture autonome, ils pourraient très bien faire disparaître toutes ces entreprises-là. Alors ça reste toujours hypothétique, parce que c'est quand même de belles sociétés, Stellantis, ils ont fait un beau bénéfice. Mais voilà, en tout cas moi c'est ça qui me fait peur, c'est le fait que les choses vont beaucoup changer dans les 10 à 20 ans, et ces sociétés de voitures, moins toutes ces entreprises qui fabriquent des voitures, j'ai du mal à savoir laquelle va pouvoir rester. Je serais plus à parier sur une société comme Ferrari, oui là avec leur standing, avec leur image de marque et tout, ils disparaîtront pas, c'est sûr. Ils sauront se renouveler, et en plus ils ont les clients capables de payer. Pour les autres, je pense que ça va être très compliqué. Je trouve qu'il y a beaucoup trop de monde. C'est un peu la même chose que pour les semi-conducteurs. Il y a beaucoup trop de monde qui se lance dedans. Là j'ai vu que Joe Biden avait sorti je sais plus combien de millions, voire même de milliards pour investir dans les semi-conducteurs. C'est pas les petites boîtes en France qui vont faire voilà, je parle de alors c'est pas péjoratif, mais je parle de ST Micro, qui fait une belle perf d'ailleurs, qui a plus de 37, donc c'est plutôt pas mal, mais qui investit je crois 3,5 millions, un truc comme ça, quand les États-Unis eux vont investir des milliards. Donc la proportion est tellement déséquilibrée pour l'Europe et pour la France, que je me dis c'est pas possible, toutes ces entreprises elles vont pas pouvoir rester sur le même business, c'est pas possible. Il y en a qui vont disparaître, c'est sûr. Donc voilà, malheureusement par le passé, on sait que les Américains et les Chinois nous ont souvent éclatés à ce niveau-là, donc j'ai du mal à croire que nos entreprises vont pouvoir tenir le choc face à ces rivales. Beaucoup de mal. Et en plus j'en oublie, puisqu'effectivement il y a la Chine aussi qui investit énormément, donc bon voilà, c'est un peu compliqué. Alors ensuite, Crédit Agricole, donc Crédit Agricole 60 unités, PRU à 9,73. Sur la semaine je suis à plus 5,47, sur l'année on est à moins 28,45. J'aimerais bien que ça redescende un peu plus là ici, pour pouvoir en reprendre en dessous des 8, ça ne veut pas pour le moment. Je pourrais en reprendre maintenant, mais je trouve que c'est trop haut, et comme je vous dis là maintenant, le mois d'août, je vais regarder ce qui se passe, septembre aussi je pense, on va voir un petit peu dans quel état on va se retrouver, et je pense qu'il va y avoir des surprises, et que le deuxième trimestre sera pas aussi bon que le premier, en termes de résultats, et on risque d'avoir beaucoup de déceptions, et d'avoir beaucoup de sociétés qui vont baisser fortement.
Donc attention à ça, hein, pas forcément parce qu'elles font mal leur boulot, mais c'est parce qu'il y a les pénuries, il y a les confinements en Asie, il y a tous ces problèmes là qui sont présents à l'heure actuelle. En plus, on a aussi la variole du singe qui refait parler un peu d'elle, là, qui commence à devenir un peu problématique. On entend de plus en plus parler. Donc je vois pas, je comprendrais pas que le 440 puisse arriver à 7000 ou 7300 points, c'est-à-dire son record, dans une situation où on a de l'inflation, où on a de la récession. Là, aux États-Unis, ça y est, la récession, elle est présente. Il y a quelque chose qui est décorrélé de la réalité, j'ai l'impression. Donc je préfère sortir un petit peu et attendre et voir ce qui va se passer. Score, donc score 30 unités, 25,78, sur la semaine moins 15,21, sur l'année moins 37,52, donc là moi je suis à moins 33,50, le score a pas mal plongé aussi, hein, lié à beaucoup de problématiques, hein, on est à 17,14, on voit qu'on est sur le support. C'est peut-être maintenant qu'il faut que j'achète. Donc je vais peut-être re-rentrer lundi sur score là si elle remonte pas trop. Je vais peut-être en reprendre une vingtaine pour faire baisser mon PRU. Et ça sera sans doute la seule action que je vais renforcer là pendant le mois d'août, parce que je veux pas rentrer sur d'autres actions. Et là c'est vrai que quand vous regardez le graphique long terme, vous voyez qu'on est vraiment au plus bas. Le support a toujours très bien résisté, vous le voyez ici. Donc je vais sans doute faire ça là, lundi, rentrer aux alentours des 17 si je peux, et après on verra ce que ça donne, on gardera pour long terme. Je vais peut-être avoir des coupures de dividendes dessus parce que là c'est compliqué pour eux, hein. Ils ont beaucoup de choses à payer, ils ont une situation qui est très compliquée. Donc là je vous ai mis un petit tweet que j'ai vu, donc qui me semblait assez intéressant puisqu'il parlait de score en 2018. La direction avait refusé une offre de rachat de Covea à 43 € à l'époque. Donc là, ceux qui étaient sur score et qui avaient un prix à 25 comme moi, 43, ça aurait été un super bénéf. Et aujourd'hui, le cours de score s'effondre à 19 après un premier semestre en perte et un actif net comptable en baisse de 11,5%. Voilà, donc là c'est pas bon pour score, mais pourquoi c'est pas bon pour score? Parce qu'il y a la guerre en Ukraine, parce qu'il y a eu des catastrophes naturelles et parce qu'il y a eu une grave sécheresse au Brésil. Donc qu'est-ce qui va se passer? Score va sans doute avoir du mal à tenir son dividende pour les 2 prochaines années, peut-être qu'ils vont être obligés de réduire un peu le dividende, voire de le couper sur une année. Ce que je suis prêt à accepter. Par contre, ce que je suis sûr aussi, c'est que les assureurs, et pas que Score, hein, je pense que tous les assureurs vont être dans cette situation, les assurances vont coûter encore plus cher, et ils vont s'adapter à la situation, donc aux catastrophes naturelles qui sont de plus en plus nombreuses, les assurances vont être de plus en plus chères, et je serais pas étonné non plus de voir que pour la première fois, on a des assureurs qui ne veulent plus assurer. C'est-à-dire qu'ils diront non, ici c'est beaucoup trop dangereux, vos risques de feu et d'inondation sont tellement importants que nous on n'assure plus. Vous vous débrouillez. Voilà. Et ça risque d'arriver, et j'ai peur que ça arrive de plus en plus, et les assureurs vont se protéger comme ça parce qu'ils pourront pas tenir. Là c'est impossible, s'ils continuent comme ils le font aujourd'hui, ils vont aller au fond du trou. C'est certain. Donc je pense que c'est ce qu'on risque de voir dans les années à venir. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires d'ailleurs. Ubisoft, alors Ubisoft 10 unités, PRU à 60,68, donc sur l'année moins 3,62, sur la semaine plus 1, on est toujours à moins 31,61% en moins value latente, on est toujours bloqué sur la résistance, donc rien à faire pour le moment, on revient à 41,51, c'est pas trop mal, mais tant qu'on n'aura pas passé cette résistance ici, qu'on ne sera pas revenu ici entre les deux, il n'y aura pas grand chose à voir. On a toujours ici la moyenne mobile 50 périodes qui est au-dessus de la moyenne mobile 20 périodes, donc la tendance reste baissière. Donc pour le moment, Ubisoft, on regarde, mais on va pas renforcer, on va attendre qu'il y ait un signal, au moins déjà une situation où ça passe au-dessus de cette résistance, et la résistance devient support. À ce moment-là, peut-être qu'on pourra réfléchir, faire baisser un peu le PRU et pouvoir sortir du dossier. Pour le moment, c'est pas le cas, donc je laisse comme ça. D'ailleurs, donc Ubisoft, on a ici Ubisoft remonte de 1,4% à 41,70 ce lundi. Donc c'est pas, alors que Wedbush Morgan est en surperformance. Donc c'est-à-dire que là, il considère que l'action est en surperformance en ce moment.
Donc pas forcément très bon. On a les Assassin's Creed qui fonctionnent très très bien, hein. Ils ont bien bossé sur les Assassin's Creed. Les chiffres sont plutôt très bons, ils ont même plus vendu que ce qu'ils s'attendaient, donc ça c'est plutôt positif. Mais il n'en reste pas moins qu'ils sont toujours à la bourre sur leur jeu et que ils sont toujours à la bourre sur les commentaires, sur la communication et du coup l'action elle décolle pas. Et, bon, voilà, j'ai peur qu'Ubisoft, il faudrait qu'il change de PDG, il faudrait qu'il change toute la partie administrative, avoir des gens qui savent de quoi ils parlent et qui soient capables de communiquer correctement et qu'ils arrêtent de repousser leur jeu tout le temps, parce que c'est maladif chez eux, hein, c'est vraiment maladif. Hein. On attend toujours le Avatar qui était promis, on attend toujours le Star Wars. Je crois que le Star Wars, je vous en ai parlé il y a plus d'1 an, plus de 2 ans même peut-être. Tout au début où je commençais à faire ma chaîne, donc bon, c'est pas possible quoi, c'est pas possible. Et en plus le pire c'est que si ça sort, on va avoir des attentes énormes, et si le jeu il est pas bon, là c'est la mort, l'action elle peut encore chuter encore plus bas. Donc bon, on verra. Après peut-être que la chose qui pourrait être le plus positif pour nous investisseurs, c'est qu'il se fasse racheter, mais ce serait quand même dommage de voir une société française qui a tout son potentiel et qui se fasse racheter. Parce que si elle se fait racheter, il faut pas croire, ce sera sans doute pas des entreprises françaises qui rachèteront. On sera plus sur du Microsoft ou des choses comme ça qui vont racheter que des entreprises françaises. En tout cas, c'est mon avis. Alors ensuite, Schneider. Donc Schneider, bien énervé, Schneider, hein, -2, je suis à 128,88. Elle a pris 7,13% sur la semaine. Sur l'année, on est toujours à -21,99. Je suis de nouveau en plus-value latente de 4,39%. C'est impressionnant, Schneider, c'est impressionnant. Je savais qu'il fallait que j'achète au moment où elle a baissé. Mais elle a baissé, elle est remontée quasiment aussi vite. C'est complètement dingue. Je devrais pas me poser de questions sur cette entreprise. C'est une entreprise que j'affectionne, que j'aime beaucoup. Elle a des super chiffres. Tout est très très bon chez Schneider. L'avenir leur appartient puisqu'ils sont dans l'énergie, et donc ils vont aider beaucoup d'entreprises à se transformer. Donc ça c'est vraiment super. Et j'étais bête de pas renforcer là quand elle était aux alentours des 110, 120 quoi. 110, 111 pardon. Je renforce pas et du coup je me dis non, elle va baisser encore, et puis elle baisse pas, et puis voilà, je laisse passer le train et elle repart tout de suite. Donc c'est comme ça. C'est comme ça. Pour le moment je peux plus me renforcer, elle est trop haute. Donc là je vais réattendre encore qu'elle redescende. Comme je vous ai dit, j'ai bon espoir qu'il y ait une chute quand même assez importante du CAC 40 en septembre jusqu'au mois de décembre, sur ces 4 mois-là, donc je vais rester en attente, et puis par contre la prochaine fois qu'elle redescend aux alentours des 110, là j'en rachèterai. Peu importe ce qui se passe, j'en rachèterai parce que c'est une belle société. Donc là vous voyez, le titre grimpe après une révision en hausse de ses prévisions, donc vraiment top. Schneider grimpe de près de 5% à... Bon là elle était un petit peu plus haute, 132,55. Donc c'est plutôt très bien, et surtout ils augmentent leurs prévisions, ils voient leurs prévisions à la hausse, et ça les marchés aiment beaucoup. Donc, positif là-dessus. Toujours, de toute façon j'ai toujours été positif sur Schneider, comme je le suis aussi sur Air Liquide. Il faut utiliser les opportunités quand ça baisse et les acheter. Et c'est pas ce que j'ai fait jusqu'à présent, donc je m'en veux un petit peu et je vais essayer de changer un peu ça. Donc Air Liquide 2 unités, PRU à 138,16. Sur la semaine, plus 3,70. Sur l'année, on est toujours en négatif à moins 12,52%. Donc je suis à moins 2,93% actuellement, en moins-value latente. Mais le prix est pas assez bas pour me permettre d'aller en rechercher. On est à 134,12. Je trouve qu'on est trop haut. Je pourrais en reprendre peut-être aux alentours des 120. Les 120, ça pourrait être intéressant d'en reprendre. Mais bon, là c'est pas pour tout de suite non plus, donc on va garder la liquidité, on va attendre justement ces opportunités de pouvoir rentrer dessus. Donc là je vous ai mis un petit message, un petit tweet qui a été que j'ai repris. Donc le groupe ADP et Air Liquide Group s'associent pour accompagner les aéroports dans leur transition vers l'hydrogène en France et à l'étranger. Donc déjà rien que ça,
ça veut tout dire, ça va être quelque chose qui va être encore énorme pour Air Liquide. Ils ont déjà pas de problème à trouver des contrats, mais là en plus si maintenant ils se lancent dans la transformation des aéroports pour pouvoir avoir de l'hydrogène, l'hydrogène pour les avions des avions du futur qui seront des avions sans doute à l'hydrogène, et aussi amener la décarbonisation dans les aéroports, là le marché il est énorme. Là le marché il est énorme, il est monstrueux, et Air Liquide peut encore reprendre de la croissance. Voilà, c'est très beau, c'est très très beau. Alors DBT. DBT, comme vous pouvez le voir, je me suis renforcé. Pourquoi ? Parce que je trouve que le PRU était un peu trop haut et que c'était pas non plus un renfort qui me coûte énormément, hein, puisque actuellement on est à 0,02 centimes sur DBT. Donc j'ai repris 1000 actions pour faire passer mon PRU de 0,10 à 0,06. On voit que cette semaine, il n'y a rien qui a bougé. Moi, du coup, ça me fait une moins-value latente moins importante à 68,48. J'ai bon espoir sur DBT, hein. Mine de rien, j'ai bon espoir sur DBT. Ils font ce qu'il faut. Ils font ce qu'il faut pour essayer de s'en sortir. On voit qu'ils travaillent. Ils communiquent pas énormément, mais ils communiquent un peu. Et on voit qu'ils font des partenariats, de plus en plus de partenariats. Donc j'ai envie d'y croire, et j'ai envie de croire au moins que l'action pourrait revenir peut-être à 0,10 centimes. Et à ce moment-là, je revendrai. Mais voilà, j'ai quasiment rien investi, hein. Là, les 1000 actions, ça m'a coûté 20 euros. Voilà, donc c'est pour vous dire que vraiment ça valait pas le coup de pas se renforcer. Donc là, actuellement sur DBT, j'ai 120 euros d'investi. Si jamais elle descend à 0,01, j'irai peut-être rechercher encore 1000 actions pour faire encore baisser mon PRU. Et après, on touchera plus, là c'est sûr, et on attendra. J'aurai 140, 150 euros d'investi sur DBT. C'est pas monstrueux non plus, hein, c'est pas... Voilà. J'accepterais si jamais ça devait baisser de perdre. Mais comme je vous dis, j'ai un bon espoir. J'ai peut-être presque plus d'espoir sur DBT que sur Ubisoft, hein, ce qui paraît assez fou. Et je pense que vous allez peut-être me le dire aussi dans les commentaires que vous trouvez ça fou, mais malgré tout, c'est le cas. Alors ensuite, comme toujours, hein, vous avez la possibilité donc d'acheter les livres, donc les livres pour vous former, ça c'est important, hein. N'allez pas toujours sur YouTube pour voir un peu les analystes, qu'est-ce qu'ils disent sur les actions. Alors là cette semaine j'ai parlé avec beaucoup de monde sur les réseaux, donc j'étais vraiment content, c'était vraiment très intéressant. Je vous ai dit, j'ai passé la journée c'était jeudi je crois, avec deux d'entre vous. J'ai discuté toute la matinée avec Louise et l'après-midi avec Romain, donc c'était vraiment très bien. On a discuté bourse, j'essaie de comprendre un peu comment il fonctionne. Ce qui ressort en tout cas de mes discussions, c'est que dans tous les cas, vous ne faites pas vos analyses vous-même, et forcément, lorsqu'il y a des situations compliquées, que les actions, que le marché chute, ou que vos actions chutent, vous êtes un peu en panique et vous savez plus trop comment réagir. Donc c'est important de vous former. Vous pouvez vous former tout seul, hein. C'est très facile, il y a plein de vidéos sur YouTube, et il y a aussi tous ces livres, donc notamment l'investisseur intelligent que je vous conseille. Si vous l'avez pas, achetez-le, c'est important. C'est un livre qui va vous apprendre les bases, qui va vous apprendre les fondamentaux. Alors même s'il n'a pas été écrit à notre époque, il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes dessus. Et ensuite, Père riche, Père pauvre, là on est plus pour du mindset, comprendre le bon mindset et avoir la bonne logique d'investisseur. Voilà. Et dans les deux cas, de toute façon, c'est des livres qui ont été écrits à une autre époque. Et en plus, Père riche, Père pauvre, c'est aux États-Unis, donc on n'est pas tout à fait dans le même système, mais il y a beaucoup à apprendre dedans. Donc je vous encourage vraiment à prendre des livres, à acheter des livres, même si c'est pas avec mes liens que vous allez directement à une bibliothèque pour acheter ou pour emprunter des livres. Je sais pas si vous pouvez les emprunter dans des bibliothèques, faites-le. C'est important de lire et de prendre des livres et de faire votre propre éducation et de pas compter sur les autres. Si vous comptez sur les autres, vous y arriverez pas. Moi aujourd'hui, je regarde quasiment plus aucun youtubeur. Je fais mon boulot, je fais mes analyses moi-même, et au moins s'il y a un problème, je reste toujours serein. Telsat là, ça m'a énervé, mais voilà, je suis pas en panique totale parce que je sais ce que je fais, j'ai mon idée, je sais comment je peux essayer de résoudre le problème. Voilà, donc je suis pas en panique par rapport à ça.
Donc c'est important vraiment de vous former vous-même, c'est même la première chose que vous devriez faire. Alors, concernant la répartition des actions, donc là forcément on a pas mal de modifications, hein, puisqu'on a des actions qui ont disparu. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires si vous avez vu quelles actions ont disparu. Alors pas pour ceux de Telegram, parce que sur Telegram je vous mets les achats et les ventes que je fais quand je les fais, donc vous le savez déjà. Mais pour les autres, peut-être que vous ne savez pas, donc essayez de me dire dans les commentaires si vous avez trouvé les 2 actions que j'ai revendues. Pas forcément très compliqué, hein. Alors, donc pour la répartition d'actions, nous avons Air Liquide à 1,77%, Airbus 6,86%, Alstom 4,60%, Crédit Agricole 3,55%, Danone 7,13%, DBT 0,27%, Euronext 15,75%, Eutelsat 4,72%, vous voyez Eutelsat un peu moins de 5%, bon. Il faudra faire quand même attention parce que si je me renforce, il faudra que je me renforce sur le double et donc là on passera quand même un peu plus important sur le secteur et là ça pourrait être plus problématique. C'est pour ça qu'il faut vraiment être patient et regarder ce qui se passe pour Eutelsat. Nexity 5,42%, Orange 4,77%, Sanofi 9,63%, Schneider 1,77, Score 3,38, Total 9,51, Ubisoft 2,75, Vinci 6,17 et la liquidité maintenant qui revient à 11,75%. Donc là je suis très bien puisque je voulais avoir 10% de liquidité. Je suis prêt maintenant à voir venir s'il y a des baisses comme je l'espère sur la fin d'année. Répartition par secteur, donc on a toujours la finance qui est devant à 25,70, ensuite valeur industrielle 22,29, technologie 14,10, énergie 10,78, la santé, non pardon, c'est la santé avant l'énergie, donc 10,91 pour la santé, 10,78 pour l'énergie. Ensuite, nous avons la consommation non cyclique 8,08%, l'immobilier 6,17% et pour finir les matériaux de base à 2,01%. Donc on voit quand même que je suis très investi sur les valeurs industrielles et sur les finances, ce qui n'est pas forcément le mieux en ce moment. Après il y aura forcément un retournement de marché à un moment ou à un autre, mais je sais pas dans combien de temps. Il faudra que je fasse grossir un peu l'énergie qui a l'air d'être plutôt ce qui est demandé en ce moment, même si je vois quand même des grosses aberrations hein, comme Neoen, que je continue à entendre sur BFM Business, Neoen, super société, super valeur hyper endettée. Bon, même s'il dégage un petit peu de chiffre d'affaires, ça sera pas suffisant pour réussir à être stable dans le temps. Là, j'ai vu qu'ils avaient fait un partenariat avec les voitures là, Tesla, pardon, cherchez le nom. Bah là, franchement, ça me rassure encore moins. Donc là, du coup, pour moi, la société n'existe même plus. Vous allez me dire, mais pourquoi? C'est super, un partenariat avec Tesla, c'est génial. Ah, vous trouvez ça super, vous, d'aller faire un partenariat avec un patron, Elon Musk, qui a investi la moitié de l'argent de sa société dans le Bitcoin et qui, là, aujourd'hui, se retrouve avec une perte monstrueuse. Pour moi, ça montre plutôt la folie d'un mec qui a voulu acheter aussi Twitter et qui maintenant veut plus l'acheter, et donc Twitter l'attaque. Non, pour moi, il est complètement cinglé cet Elon Musk. Et faire un partenariat dans une boîte où le patron est taré comme lui, ça me paraît très risqué, sachant qu'en plus Neoen n'est pas du tout une société stable aujourd'hui. Donc non, je pense qu'il vaut mieux aller chercher Total, investir sur Total lourdement, et dans les 10 prochaines années, on verra où Neoen en est et où Total en est. Moi, je vous mets une piécette sur le fait que Total sera devant Neoen dans les énergies renouvelables. Donc voilà, en tout cas, c'est mon avis. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs ce que vous en pensez, ça m'intéresse. Hein. Alors donc, ici c'est mon portefeuille sans les 2 actions que j'ai vendues. Donc c'était pour faire un petit point par rapport à ce que j'ai fait. Donc vous voyez ici Eutelsat. Donc là c'est à 7,43 actuellement. On pourrait descendre en dessous des 7, auquel cas je pourrais sans doute me renforcer. Je vais quand même mettre le conditionnel parce que pour le moment je ne sais pas, je vais voir. J'ai mis un ordre d'achat au cas où à 9,82. Je sais pas si on ira peut-être avant le mois de novembre, avant le dividende.
Est-ce qu'on va avoir une remontée un peu plus forte là dans les prochains mois? Je sais pas, parce que le marché va digérer les choses, et puis peut-être qu'après ça va remonter au-dessus des 8, au-dessus des 9. On verra, il faut rester pessimiste, et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, je garderai l'action, et puis on verra comment on peut la travailler, comment on peut essayer de résoudre notre problème. Et je suis sur long terme, donc je veux essayer d'éviter de vendre les actions en négatif. Je veux pas prendre cette habitude, je l'ai fait une fois pour Ubisoft pour récupérer de la liquidité, et j'ai plus forcément envie de le faire maintenant. Ça, c'est de mauvaises habitudes, je trouve, que peuvent avoir d'ailleurs beaucoup de gens qui font des vidéos, beaucoup de youtubeurs vendent des actions en négatif. Ils vous disent oui, mais il vaut mieux se couper un bras qu'une jambe. Ouais. Oui, alors après, si vous êtes plus ou moins serein sur les actions que vous avez achetées, il n'y a pas de raison de se couper de bras ni de jambes. Vous pouvez attendre aussi et puis voir ce qui se passe et voilà. Je pense que cet adage peut être bon si vous avez investi sur des biotech ou sur des small caps, ce genre de sociétés qui sont très aléatoires et qui peuvent disparaître. Mais sur le CAC 40, si vous investissez sur des grosses sociétés du CAC 40, elles disparaîtront pas. Hein. Au pire des cas, si vous sachez être assez patient, vous reviendrez dans le positif à un moment ou un autre. En tout cas, c'est mon avis. Donc, première action que j'ai vendue, il s'agit de Publicis Group, donc que j'aime beaucoup comme entreprise, mais là il y avait une opportunité, je voulais retrouver de la liquidité. Donc j'avais 10 unités, j'avais acheté à 44,23 il y a 15 jours, je crois, 15 jours, 3 semaines j'ai acheté. Elle m'a fait une belle montée, donc on est monté à 52,04 au prix où j'ai vendu. Alors elle est montée un peu plus haut, elle a fait une petite mèche, elle était montée un petit peu plus haut, on était à 52,34 ou 40 je crois. Donc toujours énervé de voir que ça monte, mais comme vous le savez, vendre au plus haut, acheter au plus bas, point haut, point bas, pratiquement impossible. Donc il faut pas se frustrer. Donc voilà, j'ai accepté, j'ai pris ma plus-value, j'ai vendu les 10 actions. La plus-value reste assez intéressante, donc là je pouvais vendre. Et c'est pas pour autant que je reviendrai pas sur le dossier. J'ai vendu, mais je vais rester quand même à l'aguet, à l'affût, et si elle revient aux alentours des 43, voire un peu des 44, voire un peu en dessous, je rentrerai sur le dossier, puisque je trouve que c'est une très belle valeur. Et vous allez voir tout à l'heure en plus que par rapport à Publicis, le fait de l'avoir vendu, j'ai récupéré 3 années de dividendes par rapport à mes 10 actions. Donc plutôt intéressant. Ensuite, L'Oréal aussi que j'ai vendu. Alors tout ça est lié aussi au fait que vous avez les résultats. Ce que je remarque, alors on va peut-être le voir lundi, peut-être que je me trompe aussi, mais très souvent quand vous avez les résultats qui sont donnés, vous avez des prises de profit par les investisseurs ou les traders, parce qu'il y a aussi des traders. Donc et donc souvent après ça rebaisse puisque vous avez la prise de profit qui a été faite, que tout le monde vend, quasiment une grosse partie de gens vendent pour prendre leur plus-value, et puis ensuite le titre redescend un peu, et donc vous avez d'autres opportunités de pouvoir y rentrer. Donc là en l'occurrence pour L'Oréal, c'est comme ça que j'ai vu les choses, et puis comme je vous ai dit, je voulais retrouver de la liquidité. Donc mon PRU était à 343,01, ce qui n'était pas forcément dégueulasse, mais si je pouvais l'avoir en dessous des 320, je serais un peu plus satisfait. Donc j'ai vendu à 365,30. Évidemment, elle a continué à monter, sinon ça aurait pas été drôle. Elle a monté à 371. Donc là, aussi pareil, j'ai arrêté de regarder parce que ça m'énervait. Mais bon, c'est normal, ça fait partie du jeu, je vous l'ai dit tout à l'heure. Et donc maintenant, on est à 368,10. Vous voyez, déjà, j'aurais pu vendre un peu plus cher. C'est pas grave. J'ai vendu. J'ai fait ma plus-value, maintenant je suis tranquille, j'ai de la liquidité, on verra ce qui va se passer. Donc voilà, donc là maintenant on arrive sur la totalité donc du portefeuille, vous voyez tout. Donc ici 2008,27€ en liquidité, donc ce qui va permettre de pouvoir réinvestir quand il y aura des chutes plus importantes. Je vais encore en plus remettre de la liquidité, puisque vous savez que je mets 200€ tous les mois, donc là il va y avoir en plus 200€ au mois d'août. On va laisser comme ça. Le mois d'août, peut-être score à l'achat vers les 17€ pour une vingtaine d'actions. Et après, on s'arrêtera là. Et surtout, le mois d'août, on fera plus rien d'autre. À moins vraiment qu'on ait une très grosse chute, mais je pense pas. Je pense que le mois d'août sera calme. Et après, il va falloir attendre septembre, octobre, novembre pour voir ce qui va se passer. Donc, Eutelsat, vous l'avez ici. Donc, je vous l'ai dit, 9,82 à la vente.
Et donc ici vous voyez ce que j'ai fait comme transaction. Et là ici par exemple pour DBT, vous voyez que j'ai acheté à 0,0204 et là maintenant c'est à 0,3 évidemment toujours. Cette action fait tout pour m'énerver, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On arrivera à faire quelque chose à un moment ou un autre, c'est sûr. L'Oréal, donc vous voyez hein, le prix de vente, hein, 365,30 et ici Publicis 52,04. Donc pour Publicis, elle est retombée puisqu'elle a touché sa résistance. Je pense qu'elle va rebaisser un petit peu là dans les jours à venir. Pour L'Oréal, c'est moins sûr. J'ai peut-être vendu un poil trop tôt, mais c'est pas grave. Alors pour l'historique du compte, ça c'est pour vous montrer que je vous mens pas et vous voyez vraiment tout ce que je fais à chaque fois. C'est vraiment transparence au maximum, et donc d'ailleurs j'espère que vous me récompensez avec les abonnements, hein. C'est le moment de vous abonner, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker évidemment, hein. 150 likes objectif par vidéo, pour le moment on n'y est pas, et évidemment à cliquer sur la cloche pour être notifié de toutes les vidéos qui sortent. Donc là je vous laisse regarder, hein. Vous avez le récapitulatif de tout ce que je vous ai déjà dit. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez besoin. J'y répondrai avec grand plaisir, et on peut aussi sur les réseaux, il n'y a pas de problème, avec grand plaisir. Alors ici, donc là, un peu plus intéressant, donc on peut voir ici que j'ai donc Publiciste 76,20 € de gagné, en gain, donc ça représente 3 ans pardon, de dividendes avec 10 actions Publicistes, c'est pour ça que j'ai pas trop hésité à vendre. Et pour L'Oréal, j'ai vendu pour récupérer la liquidité qui représentait le prix d'achat déjà, hein, puisque j'avais pratiquement 700 € à récupérer là-dessus. Et donc du coup j'ai quand même fait une plus-value de 40,28 €, c'est un peu juste, mais malgré tout je l'ai quand même fait parce que je voulais récupérer la liquidité et pouvoir être tranquille et pouvoir voir ce qui va se passer en fin d'année. Donc là pour l'évolution du portefeuille, c'est là que le bas blesse, hein. Avec Eutelsat ça fait mal. Donc là je suis en moins-value de 5,83%, soit une perte de 930,20 €. Donc là ça faisait un moment que j'avais pas été aussi proche des 6% de perte. Pas très bon, on va voir ce qui se passe avec Eutelsat. Pour le moment je suis un peu... Le portefeuille risque de souffrir un petit peu là. On va voir sur la fin d'année si j'arrive à remonter un petit peu tout ça, mais on va pas faire non plus n'importe quoi juste pour remonter le portefeuille, hein. Faut accepter parfois aussi d'être en négatif sur l'année, c'est pas grave, je serai sur négatif sur l'année, et l'année prochaine on repartira, puis c'est pas grave. Donc là, par rapport à la semaine dernière, j'ai perdu 1,35%, soit 214,67 € de perte par rapport à la semaine dernière. Alors pour le question-réponse, je vous ai mis un tweet qui a été fait par l'AFP, donc concernant Bruno Le Maire, notre cher ministre de l'économie, qui plus ça va, plus je l'adore lui. Donc le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'est dit très favorable à la mission d'information sur la fiscalité des groupes du CAC 40 ne payant pas d'impôts sur les sociétés en France. Je comprends pas. Je comprends pas parce que s'ils ne payent pas de fiscalité en France alors qu'ils sont dans le CAC 40, c'est qu'il doit y avoir une raison, c'est qu'il doit y avoir des choses qui font qu'ils ne payent pas parce qu'ils ont des filiales à l'étranger ou ce genre de choses. Alors la question que je me pose, c'est pourquoi le CAC 40 ? Pourquoi toujours, dès qu'on est dans la difficulté, on revient toujours sur le CAC 40 et les gens qui investissent dans le CAC 40 qui sont les méchants ? Alors que pour les plupart, on est des particuliers qui ne sont pas non plus millionnaires, on essaie de se faire des petits, des investissements qui peuvent nous rapporter sur long terme. Donc c'est quoi ce délire de toujours vouloir aller chercher de l'argent sur le CAC 40 ? Parce que c'est des plus gros groupes, mais il y a des très gros groupes aussi qui sont pas dans le CAC 40 et qui gagnent de l'argent aussi. Et on va pas aller les voir pour leur demander d'avoir une fiscalité plus lourde. Donc je comprends pas ce principe. C'est soit tout le monde paye la même chose, soit personne. Et en France, en ce moment, on est de plus en plus en train de faire des segmentations et de dire, toi t'es le méchant, donc toi tu vas payer, toi t'es gentil parce que on peut pas faire autrement, donc toi on va t'aider. Ça fonctionne pas comme ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. On voit bien qu'il n'y a pas de logique dans ce qu'ils font. Il n'y a pas de logique.
Donc voilà, je comprends pas. Je comprends pas quel est le principe de faire ça. Bon, voilà. Mais de toute façon, c'est toujours comme d'habitude, on va chercher du fric dès qu'il faut parce que ça va pas. On a donné, et puis bon, maintenant il va falloir remplir les caisses, et donc du coup on va essayer de s'attaquer au 440, on va s'attaquer aux demandeurs d'emploi en leur disant mais maintenant t'as plus le droit au chômage, t'as le droit à moins de mois, t'as payé toute ta vie pour avoir du chômage, mais c'est pas grave, on te le donne pas. Bon, il y a vraiment des trucs que je comprends pas. Par contre, ils regardent pas comment ils peuvent aussi baisser leur train de vie, comment ils peuvent. Vous regardez là les ministres quand ils sortent de l'Elysée là avec les véhicules qui restent stationnaires pendant 1 heure avec le moteur allumé pour récupérer les chauffeurs, tout ce qu'ils ont. Non, il faut arrêter. Et puis bon, je vais aller jusqu'au bout des choses parce que ça m'énerve aussi. Et puis il y a aussi ce qui se passe en ce moment avec la France Insoumise aussi, qui commence à faire n'importe quoi. Je m'attendais pas du tout à avoir des gens qui soient aussi incompétents. Pas incompétents, pardon, c'est pas ce que je veux dire, parce que je permettrai pas de juger là-dessus. Ce que je veux dire plutôt, c'est qu'ils sont là pour foutre la merde, ils font vraiment le maximum pour foutre la merde, donc du coup en fait il se passe rien. Ils arrivent, vous les regardez, moi je regarde de temps en temps un petit peu ce qui se passe quand ils sont au Parlement et qui discutent de loi. Ils sont en t-shirt, ils sont aucun respect de la fonction. Ouais, franchement je comprends pas. J'espère vraiment qu'on n'arrivera jamais à une situation où la France Insoumise sera au pouvoir, tout comme le Front National, hein, je vous rassure tout de suite. Mais voilà, la France Insoumise aujourd'hui, elle me sort des yeux. Mélenchon, il me sort des yeux aussi. Il a des doubles discours, des triples discours, des trucs qui sont pas cohérents du tout. Le mec, il est blindé, il habite dans une super baraque, ou un super appartement, et il vient vous faire la leçon après derrière. C'est n'importe quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Bon, excusez-moi, je m'égare un petit peu. Alors peut-être que là, je donne mes avis personnels et c'est pas forcément ce que vous attendez. Mais voilà, je trouve que là, en ce moment, il y a beaucoup de choses qui vont pas. L'État a beaucoup donné et tant mieux, il a aidé les gens, mais après il faut pas remettre un coup de bâton sur tout le monde. C'est pas possible. Et c'est toujours ce qui se passe en France. Alors, situation du 440, donc depuis le début de l'année, on est à moins 9,85%, donc vous voyez qu'on se rapproche dangereusement de mon portefeuille. Faudrait pas qu'il surperforme mon portefeuille, parce que là j'aurais un peu les boules. Surtout que j'étais bien devant jusqu'à présent. Et là, je vous dis, c'est Eutelsat qui me fait vraiment mal. Mais bon, je pense que ça va être le cas pour vous aussi. Donc là, actuellement, on est à 6448,50 points. Les scénarios ont un tout petit peu changé pour la hausse, puisque maintenant, il va falloir dépasser les 6562 points. Et ensuite, on pourrait aller chercher les 7220 points. Les 6562 points, je pense que c'est possible d'aller les chercher sur le mois d'août. Les 7200, j'y crois quand même beaucoup moins, surtout avec la situation, je serais quand même surpris qu'on arrive à aller aussi haut. Mais bon, aujourd'hui, faut pas être surpris, le marché, il est erratique, il fait un peu n'importe quoi, donc ça peut. Et par contre, à la baisse, on surveillera quand on sera revenu au niveau des 5884 points. 83 points, pardon. Et donc là ici je vous montre sur un graphique journalier. Donc là sur le graphique journalier on voit bien ici. Vous voyez là, la mèche, elle est venue toucher ici la résistance et elle redescend. Donc logiquement, si on suit le graphique, on devrait donc rester dans ce canal là et donc on devrait avoir une baisse à partir de lundi avec peut-être des oscillations ici pour continuer à toucher la résistance, mais la résistance reste en baissier. Donc on devrait continuer à avoir un 440 qui devrait baisser logiquement. Après, si jamais ça passe au-dessus, là, ça va être une autre histoire. On pourrait chercher la résistance ici et revenir plus haut. Mais en tout cas, là, on voit que ça a bloqué. Ça a bloqué ici, on voit que ça a bloqué quand même pas mal de fois. 1, 2... là, on peut pas la compter, ça n'a pas touché. 3 fois. Donc là, on a 3 impacts déjà, 4 même ici, où la résistance a vraiment fait son travail. Donc... je pense pas que ça le traverse. Et surtout au mois d'août, on va avoir moins de monde sur les marchés, donc logiquement moins de force pour aller chercher la résistance au-dessus. Alors ici c'était donc votre avis que je vous avais demandé donc pour
le 440 à fin juillet, donc vous étiez tous restés sur les 5500 et 6000 points, ici, donc 56%. Moi je vous avais dit que j'étais team 6000, 6500, donc je suis dans la bonne team, on est 25% à être dans la bonne team. Voilà, donc après ça a rien de bien méchant, c'est juste pour voir un peu votre sentiment. Si la personne qui a vu 7000 points à 3%, pouvait me mettre un petit message pour me dire qui c'est et pourquoi il a vu 7000 points, là ça m'intéresserait parce que 7000 points c'est quand même très très haut. Ou alors c'était peut-être juste pour s'amuser qu'ils ont cliqué ici, parce que ça me paraît quand même assez surprenant d'aller chercher 7000 points alors qu'en plus on était plutôt aux alentours des 6000 à ce moment-là. 1000 points en même pas un mois, c'est quand même compliqué. Il faudrait qu'il y ait la guerre en Ukraine qui s'arrête, ce qui est pour moi maintenant une hypothèse qui ne se réalisera sans doute jamais. À mon avis, on est plutôt parti sur un conflit de très 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 long terme, voire de décennies. Parce que, comme je vous dis, je pense que maintenant Poutine va récupérer des territoires ukrainiens, il va rester dans ces territoires ukrainiens, il va les garder, et on va se retrouver dans une situation où l'Ukraine aura la moitié de son pays qui sera russe et l'autre moitié qui restera encore ukrainien, et ça restera comme ça quelques temps, et puis on aura peut-être des attaques de temps en temps qui recommenceront, et puis après ça s'arrêtera, puis ça recommencera. Je pense que c'est comme ça que ça va se passer. Surtout qu'on semble comprendre que la Russie est en difficulté aussi avec son armée. Ils ont plus trop de moyens non plus, donc même si l'armée russe est en principe dans la mémoire collective, non pas dans la mémoire collective, mais pour tout le monde, elle était beaucoup plus forte que l'Ukraine. On voit bien que c'est pas du tout si simple que ça, et que la Russie n'a pas réussi à faire ce qu'il voulait, c'est-à-dire conquérir le pays en quelques jours et terminer. Là, c'est plié maintenant pour ça. Je pense que Poutine en a tout à fait conscience. On va avoir aussi pour le mois de septembre-octobre alors peut-être pas septembre-octobre, mais plutôt novembre-décembre, on va avoir aussi, vous l'avez entendu, des restrictions sans doute au niveau de l'énergie, puisqu'on va avoir des problèmes d'approvisionnement de gaz, d'énergie. Il va falloir aider les autres pays aussi. On va avoir l'Allemagne qui va être dans une situation très compliquée. On entend là l'État français dire aussi qu'il va falloir couper l'électricité dans les villes le soir, la nuit. Alors ce qui est super, c'est d'attendre d'être dans cette situation pour le faire, alors qu'ils auraient pu le faire déjà depuis des années et des années. Quand il y avait Nicolas Hulot qui était ministre, il aurait pu le faire, ça. C'est des choses qui sont tout à fait simples à faire et à mettre en place. Mais non, encore une fois, on attend toujours d'être dos au mur pour pouvoir agir. Et en plus, on agit sur des mesurettes. On prend pas le problème avant, on attend que ça arrive, qu'on soit dos au mur, et après à ce moment-là, on prend des mesurettes, parce qu'on n'a plus le choix, et puis voilà. Alors, je dis pas que éteindre les lumières dans les villes, des enseignes et tout, c'est pas bien, au contraire. Franchement, ça n'avait aucun sens. Ça n'avait aucun sens de regarder, d'avoir des supermarchés qui étaient allumés en pleine nuit, des magasins qui ont leurs vitrines allumées à 2h du matin, ça n'a aucun sens. Aucun. Et les gens, ils passent pas à 2h du matin devant la vitrine. Donc ça n'a pas de sens. Par contre, là où je trouve que c'est plus problématique, c'est quand ils disent qu'ils veulent éteindre aussi les lumières dans les rues. Là, par contre, ça me pose problème, parce que là, c'est de l'insécurité, c'est des problématiques d'agression qu'il peut y avoir, tout ce genre de choses. Donc, non, il faut pas tout confondre. Il y a des choses qui doivent rester allumées dans les rues, c'est normal. Alors, peut-être avec un système de détection, par exemple. Quand il y a personne dans la rue, le projecteur est éteint, et dès que une personne passe, ou n'importe quoi, ça s'allume. Après, vous allez me dire, oui, s'il y a des chauves-souris qui passent devant la nuit, ça va faire que s'allumer. C'est pas grave, ça s'allumera, puis c'est tout. Mais au moins, ça sera peut-être plus économique. Voilà. En tout cas, c'est mon avis. Je suis un peu remonté, vous l'avez peut-être remarqué. Un peu remonté, parce que c'est vrai que là, je suis un petit peu dépité de tout ce qui se passe. J'ai peur là qu'on nous sorte des trucs, que le gouvernement aille taxer encore une fois les petites personnes comme nous qui sommes au final comme d'habitude les citoyens de base, c'est-à-dire ceux qui payons tout quasiment déjà, qui payons nos impôts, qui payons toutes les taxes au maximum, qui ont peu d'aide et qui en plus quand ils ont un peu d'argent et qu'ils veulent l'investir, on va leur taper sur les doigts parce qu'ils investissent. Donc voilà, donc ça c'est un peu le truc qui commence un peu à me fatiguer et voilà.
Donc c'était un petit coup de gueule, là, c'est une vidéo un petit peu plus coup de gueule sur la fin en tout cas. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas. Je suis prêt à écouter à lire vos commentaires par rapport à tout ce que j'ai dit. N'hésitez pas, hein. Je peux aussi me tromper. J'ai un avis personnel et c'est pas forcément votre avis, donc ça je peux tout à fait le concevoir. Et encore une fois, n'hésitez pas à venir me voir si vous voulez discuter de votre portefeuille, regarder un petit peu qu'est-ce qu'on peut essayer d'améliorer dans votre portefeuille, si vous êtes un peu en doute en ce moment, si vous avez besoin de pas de conseils mais un petit peu d'orientation et de discussion par rapport à ça, n'hésitez pas, je suis ouvert à tout ça, ça me plaît, j'aime beaucoup discuter avec vous et partager, donc n'hésitez pas à le faire, c'est enrichissant et pour vous et pour moi, donc voilà. Et puis encore une fois, entre investisseurs, c'est toujours agréable de pouvoir se parler, puisque peut-être que vous êtes dans la même situation et que c'est très difficile de pouvoir parler bourse, finance avec des gens, avec vos amis, avec votre famille, parce que souvent ils ne comprennent pas. C'est aussi ce que j'ai pu remarquer là avec les différentes personnes avec qui j'ai parlé cette semaine. Donc n'hésitez pas à venir discuter et venir sur les différents sites, les différents réseaux sociaux que je vous propose. Ce sera avec grande joie. Voilà, donc comme d'habitude, je vous rappelle qu'en investissement, les impatients payent pour les patients. Nous, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle vidéo.